Bonjour Dominique, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Dominique, tu es essayiste et historien, spécialiste s'il en est du Proche-Orient. Et si je t'ai invité, c'est parce que aujourd'hui, ce matin, jeudi matin, Benjamin Netanyahou, donc le nouveau, à nouveau Premier ministre d'Israël, a fait une visite surprise d'État à l'Élysée. Il a échangé avec Emmanuel Macron, donc on ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés, hein. Mais quels étaient les enjeux de cette visite surprise selon toi? J'avoue que je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle Macron s'est précipité pour inviter Netanyahou quelques jours après son investiture. Ce que Netanyahou veut, ça oui, on le sait. C'est-à-dire ce gouvernement qui vient d'être mis en place, qu'Ehud Barak, qui n'est pas un gauchiste, a qualifié de fasciste, ce gouvernement fait peur à tout le monde. Il fait peur aux Palestiniens, évidemment, il fait peur à une bonne partie des Israéliens, mais il fait aussi peur à des pays qui sont des alliés d'Israël. Les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham sont très inquiets. Dans l'Union européenne, il y a beaucoup d'inquiétudes qui se manifestent. Aux États-Unis aussi, on a vu la visite de Blinken. Donc, ce que cherche à faire Netanyahou, c'est à faire passer la pilule et donc Mm. à faire accepter par ses alliés, par ses proches. Et on peut dire quand même que Macron est un proche de Netanyahou, leur faire accepter le fait accompli de ce gouvernement fasciste avec des objectifs démesurés par rapport à ce qu'on a pu connaître autrefois. Sur RFI, ce matin, il parlait aussi de l'éminence potentielle d'une guerre qui ne serait plus larvée, mais qui serait carrément ouverte avec l'Iran. C'était d'ailleurs, dans ce que disaient les spécialistes de RFI, les journalistes de RFI, ils disaient en gros que Netanyahou venait chercher l'appui des Occidentaux, en l'occurrence de la France et d'Emmanuel Macron, dans le cas en fait d'une attaque qu'il dirigerait contre Téhéran. Ça fait partie des dangers que comporte la formation de ce gouvernement. J'insiste, hein, on dit que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Bien sûr, c'est vrai. Mais la formule, elle dissimule quelque chose de qualitativement différent. Bien sûr, il y a le Likoud radicalisé. Bien sûr, il y a deux partis ultra-orthodoxes qui sont partisans d'une théocratie dure. Et ça, c'est contraire à ce que souhaite la grande majorité des Israéliens. Mais surtout, il y a trois partis suprémacistes, racistes et homophobes. C'est pas rien. Dans l'histoire d'Israël, ça n'a jamais existé. On a eu le rabbin Kahan, qui a été élu une fois pendant une Knesset, et je ne sais pas si tu t'en te souviens évidemment pas, c'était avant que tu naisses, mais peut-être tu l'as appris. Quand le rabbin Kahan montait à la tribune de la Knesset, tous les députés sortaient. Il parlait devant une salle vide parce qu'à l'époque, les députés même de droite ne supportaient pas d'entendre un fasciste à la tribune de la Knesset. Après, le parti a été interdit, mais un homme comme Ben-Gvir, c'est son héritier. Il ne s'en cache pas. Sur le bureau de Ben-Gvir, jusqu'à quelques semaines avant l'élection du 1er novembre, il y avait le portrait de Baruch Goldstein, c'est-à-dire le colon juif américain qui a massacré 29 musulmans en prière à la mosquée d'Abraham. Donc on a un homme qui est à l'extrême droite de l'extrême droite. Et avec lui, Bezalel Smotrich, qui est non seulement un suprémaciste, mais un homophobe, qui s'est réjoui en 2015 quand un manifestant de la Gay Pride a été poignardé, assassiné. Et un troisième qui est moins connu, qui s'appelle Maoz, et qui, lui, est aussi un obsédé de l'homophobie. Donc, quand on a un gouvernement comme celui-là, tout est possible. Ce qui est possible, c'est d'abord une intifada palestinienne parce qu'ils veulent annexer. Ils ne veulent pas seulement coloniser, ils veulent annexer la Cisjordanie. Et si possible, faire une nouvelle Nakba, comme on l'a appelé en 1948. Deuxièmement, ils veulent en finir avec tout ce qui reste de démocratie en Israël, et notamment avec la Cour suprême, qui est le dernier garde-fou, on peut dire. Troisièmement, ils veulent imposer une théocratie, je l'ai dit, à l'encontre de l'aspiration des deux tiers des Israéliens. Et enfin, c'était ta question, il y a un risque non seulement d'une troisième intifada, avec tout ce que ça suppose d'escalade de l'horreur. On a vu en un mois déjà 37 morts, plus d'un par jour, plus les 7 morts juifs de Jérusalem. Mais aussi
l'ambition de Netanyahou qui a toujours été d'intervenir militairement contre l'Iran pour empêcher les mollahs de se doter de l'arme nucléaire. Ce qu'il oublie de dire quand même, je le précise, c'est que si les mollahs ont pu enrichir leur uranium au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que lui, Netanyahou, a contraint, on peut dire contraint, Trump de déchirer le traité sur le nucléaire iranien. Bref, c'est un gouvernement de tous les dangers. Alors, c'est intéressant parce que tu dis que voilà, plusieurs partis qui composent le gouvernement veulent imposer des théocraties, alors même que la société israélienne, que la population israélienne est contre. Comment tu expliques en fait cette disjonction entre un gouvernement d'un côté qui est de plus en plus, alors tu dis à droite, mais même à l'extrême droite depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, on voit au fur et à mesure, à la fois sur les questions de colonisation, mais aussi de droit, etc., que finalement la démocratie et la possibilité du vivre ensemble en fait recule en Israël. Et pour autant, je sais pas, que fait la population israélienne si elle est contre cette théocratie? Que ne manifeste-t-elle pas à la fois dans la rue, mais aussi dans les urnes, sa réprobation à l'égard de la constitution d'un tel gouvernement? Alors, une première réponse, c'est qu'elle manifeste. Elle manifeste dans la rue. Il y a eu jusqu'à 130 000 manifestants à Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Si on fait le rapport de population, c'est l'équivalent d'1 million de personnes chez nous dans la rue. Donc, ce n'est pas négligeable. Hein. Moi, j'ai l'impression que les Israéliens, une partie en tout cas d'entre eux, ont la gueule de bois. Ça se manifeste avec ces manifestations, ça se manifeste aussi dans des sondages. Tu sais que j'aime bien les sondages parce que c'est quand même un moyen de comprendre ce qui motive les opinions. On a un sondage, on en a 4 en l'espace de 3 semaines. Un sondage qui nous dit s'il y avait des élections, Netanyahou n'a plus 64 sièges, la majorité, mais 58. On a un deuxième sondage qui dit les Israéliens trouvent que Netanyahou a fait trop de concessions à ses alliés ultra-orthodoxes et à ses alliés suprémacistes. Troisièmement, on a un sondage, alors très écrasant celui-là, à 65%, ils disent qu'il faut garder la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui est la garantie de la démocratie chez nous. Et enfin, c'est important à dire, dans la période qu'on a vécue, 60% des Israéliens disent qu'il faut négocier avec l'autorité palestinienne. Donc, au fond, les gens ont voté et maintenant ils manifestent et ils s'expriment dans les sondages contre ce pourquoi ils ont voté. Alors pourquoi? Comment expliquer, comme tu le dis, ce décalage? Moi, je crois qu'il y a des explications de longue durée, il faudrait y revenir. C'est un processus de radicalisation de l'opinion qui date effectivement de 20 ans. Ça fait en gros depuis 2015 que Netanyahou tient tous les pouvoirs et qu'il entraîne la population dans son langage populiste. Donc il y a quelque chose de longue durée. Deuxièmement, il y a un phénomène qui n'est pas que israélien, c'est le phénomène du populisme. Donc, comme ailleurs, pas partout, mais dans beaucoup de pays, on sent cette poussée qui mène parfois les populistes au pouvoir ou bien qui leur permet de faire des percées assez extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a de commun en dehors de la spécificité israélienne? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces pays où le populisme perce? À mon avis, c'est ma théorie, mais on peut la discuter, bien sûr. Le point commun, c'est l'absence d'alternatives. Dans les pays où il y a des alternatives, à gauche, j'entends, des alternatives solides, des alternatives reconnues, eh bien, les populistes ne gagnent pas. Là où ils gagnent, c'est parce que la gauche est absolument incapable de proposer une perspective. Et c'est ce qui se passe en Israël. En 2 mots, on avait cru, après la chute de Netanyahou en 2021, que Lapid et Bennett, ils l'avaient dit, allaient faire un gouvernement du changement. En fait, de changement, ils ont continué la même politique que Netanyahou. Résultat, au moment des élections, ils n'avaient plus de capacité d'attraction. Et en plus, les deux gauches, si je peux dire, se sont divisées. La gauche sioniste, la gauche juive, les travaillistes et le Meretz se sont divisés. Résultat, le Meretz, le parti sioniste le plus à gauche, n'est même plus à la Knesset. Et les partis arabes se sont eux aussi divisés, si bien que l'un d'eux, également, le Balad, le parti nationaliste arabe, n'est même plus à la Knesset. Donc, si tu veux, tu as une gauche divisée, discréditée, sur la lancée de dizaines d'années
de radicalisation avec un mécontentement qui s'exprime. Et comme il n'y a pas à s'exprimer à gauche, il s'exprime à l'extrême droite. Entre nous, ce n'est pas le seul pays. On pourrait parler d'une autre dans ce type de situation. Euh, Juste pour revenir sur Netanyahou, je disais dans France 24, il y avait Denis Charbit, qui est un professeur de sociologie, spécialiste du sionisme en Israël, qui expliquait que finalement Netanyahou pourrait aussi avoir un rôle de tampon presque, enfin, pour en tout cas temporiser les partis ultra-orthodoxes et que mettant en avant justement les risques, parce que en fait, on parle de risques pour la démocratie, juste pour bien expliquer, c'est parce qu'effectivement, les projets de loi, en gros, qui sont prévus là dans les mois à venir, tu as parlé d'une réforme assez agressive, on va dire, de la justice ou la reprise en main des questions de sécurité et avec d'autres problématiques, on va dire, pour les forces de l'ordre, hein, qui ont été développées par le ministre de la Sécurité nationale. Et donc, Denis Charbit disait, oui, mais Netanyahou va être obligé de prendre en considération deux choses. D'une part, enfin trois choses. D'une part, sa population, qui n'est pas forcément pour. D'autre part, la diaspora juive qui regarde ça quand même avec un air un peu oulala, si Israël commence à ne plus être une démocratie, à ne plus avoir les atours d'une démocratie, en tout cas, ça va commencer à poser aussi un problème. Et la troisième chose, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, si au bout d'un moment, ils respectent plus rien, en fait, bon, déjà, comme je reprends les mots d'Human Rights Watch et de Amnesty International, c'est-à-dire qu'Israël, enfin la Palestine vit dans une situation d'apartheid et dans une situation d'apartheid, mais si on va toujours plus loin, au bout d'un moment, les États-Unis vont dire bon, bah, c'est bon, là, on va commencer à ne plus être votre allié. Et donc, ces trois paramètres pourraient faire que Netanyahou, en fait, mette de l'eau dans son vin et essaye de gérer le pays comme il peut. Alors, il faudrait essayer de ne pas tout mélanger. Ouais. Je ne dis pas ça pour toi, je dis ça pour Charbit. Si tu veux, tu vas l'interviewer. Il vient demain au Sénat, où Esther Benbassa organise un grand colloque très intéressant sur Israël-Palestine, état des lieux. Il sera présent. Donc, si tu veux, pose-lui la question. À mon avis, son affirmation ne tient pas debout. C'est Netanyahou qui a voulu mettre les trois partis suprémacistes au pouvoir, parce que sans eux, il n'avait pas de majorité. Et sans majorité, il a le procès qui lui pend au nez, il est en cours, le procès. Et donc, toute une partie de cette radicalisation dont nous parlons est liée au désir de Netanyahou de se sortir de l'impasse et d'éviter l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de sa tête. Non, c'est lui qui a voulu ça. Deuxièmement, je ne crois pas qu'il y ait de grands désaccords sur le fond entre Netanyahou et ses alliés suprémacistes et ultra-orthodoxes. Pourquoi? Parce que Netanyahou, ce n'est pas seulement un pragmatique. C'est un homme qui est issu du sérail de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, c'est-à-dire le sionisme d'extrême droite, construit par un homme qui s'appelait Zev Jabotinsky, qui, dans les années 20 et 30, a créé ce qu'on appelle le Bétard. Tu le connais sous la forme qu'on a connue dans les facultés en France, c'est-à-dire des gros bras d'extrême droite. Mais à l'époque, c'était un mouvement soutenu par Mussolini, avec de l'argent, un soutien diplomatique, un soutien politique. Mussolini avait fourni une école de cadres à Civitavecchia, au Bétard, avait fourni un émetteur qui permettait depuis Bari de diffuser sur tout le Moyen-Orient. Et Mussolini disait, mais vous avez un vrai fasciste, c'est Jabotinsky. Ben Gourion, qui était à l'époque le chef de l'agence juive, le principal dirigeant du mouvement sioniste, allait plus loin. Quand il lui parlait, il l'appelait Vladimir Hitler. Donc c'est pour dire que Netanyahou, dont le père était un militant de Jabotinsky, à droite de Jabotinsky, qui a été le secrétaire de Jabotinsky, Netanyahou est né dans ce sérail-là. Donc il n'y a pas chez lui d'opposition frontale avec ces gens-là. La différence, c'est que lui cherche à garder un visage présentable, alors qu'un Ben-Gvir ou un Smotrich n'en ont strictement rien à faire. Eux, ils baissent le masque. D'ailleurs, Smotrich vient de faire une déclaration assez extraordinaire quand on y pense. Il est ministre de la Cisjordanie, de fait. Hein. C'est lui qui est le patron des raids meurtriers terroristes de l'armée israélienne depuis un mois. Il a dit « Je suis fasciste et homophobe, c'est comme ça. » Donc,
je crois que la différence, c'est simplement une différence du visage qu'on veut donner à Israël. Netanyahou essaye de tenir compte, il a l'expérience aussi d'un Premier ministre qui est celui qui a duré le plus longtemps en Israël. Donc il évite de prendre le même type de posture que Ben-Gvir ou que Smotrich. Cela étant dit, le danger est le même parce que Netanyahou couvre ce que veulent faire ses alliés, qu'ils soient ses alliés ultra-orthodoxes qui veulent installer une théocratie. Il faut savoir, par exemple, les gens ne se rendent pas compte, on ne peut pas se marier et divorcer de manière civile en Israël. Il faut passer par les tribunaux religieux. On ne peut pas prendre le tram ou le bus le samedi parce qu'il n'y en a pas. On ne peut, etc., etc. On vit déjà de fait dans une théocratie. C'est ça que les Israéliens ne veulent plus d'ailleurs. Et ils l'ont exprimé à maintes reprises dans une enquête annuelle qui s'appelle l'enquête de Chilouche. C'est son nom. Mais c'est pareil avec Ben-Gvir ou avec Smotrich. On sent un point commun, mais un point commun dans le danger. Il faut savoir, par exemple, Smotrich et Ben-Gvir ont dit qu'ils voulaient annexer la Cisjordanie. C'est un pas qualitatif. C'est plus seulement coloniser, c'est annexer. Ils ont dit l'un et l'autre que si c'était possible, le mieux ce serait qu'il n'y ait plus d'Arabes. On sait ce que veulent dire ce genre de discours. Ils ont proposé d'interdire les partis arabes en Israël, de les interdire. Ils ont proposé de retirer la citoyenneté à ce qu'ils appellent des Israéliens déloyaux. Alors j'ai été vérifié parce qu'on m'a dit, mais c'est seulement pour les Arabes, m'a-t-on dit. Pas du tout. Smotrich a donné deux exemples. Un député communiste arabe, bien connu, Ayman Odeh, qui était le chef de l'ex-liste unie, qui n'est plus unie, mais il a aussi cité le nom d'un député communiste juif, Ofer Kassif. Donc on a une menace réelle sur la démocratie israélienne. Ce n'est pas seulement la question de la Cour suprême, qui est évidemment centrale, c'est aussi toute une série d'atteintes aux libertés. Par exemple, c'est tout bête, mais le drapeau palestinien est interdit aujourd'hui. La police se rue sur n'importe qui, dresse un drapeau palestinien dans une manifestation. Donc, tous ces dangers-là, encore une fois, la différence entre Netanyahou et ses alliés, c'est que lui a une expérience qui lui permet de voir les obstacles qu'ils vont rencontrer. Alors, les obstacles, tu les as signalés, mais on pourrait dire il y en a 4. Premièrement, la résistance des Palestiniens. Et le fait est que depuis plusieurs mois, une partie des jeunes Palestiniens désespérés, n'ayant plus la moindre confiance dans leurs propres dirigeants, sont revenus à la lutte armée. C'est une réalité. Ça inquiète en Israël, bien sûr. On l'a vu à Jérusalem. Le jeune de 21 ans qui a tué 7 Israéliens sur le seuil de la synagogue où il sortait du service religieux de Shabbat, c'est un jeune qui n'avait aucun rapport avec aucune organisation, quelle qu'elle soit. Il a entendu ce qui s'est passé à Jenin la veille, 10 morts dans un raid vraiment d'une violence inouïe, et il a pris sa voiture et il a tiré dans le tas. Évidemment que ça n'est pas justifiable, mais contrairement à ce que prétendait Manuel Valls, c'est bien connu, on peut comprendre sans justifier. On peut comprendre que la violence déployée par l'armée israélienne, elle pousse un certain nombre de jeunes à des actes de caractère terroriste. Deuxième obstacle, l'opinion israélienne, on en a parlé, cette évolution, cette gueule de bois qui fait qu'une partie de l'électorat qui a voté pour ces gens-là hésite, a peur. Troisièmement, et c'est très important, on a dans le monde, dans l'opinion internationale, des mouvements visibles, y compris par exemple les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, ont protesté, pas seulement contre les violences de l'armée, aussi contre la visite provocatrice de Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées, qui annonce la remise en cause du statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. Et à l'ONU, alors c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme ça. À l'ONU, fin décembre, le vote annuel sur la résolution pour le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien s'est soldé par 4 voix, seulement 4 voix qui, avec Israël, ont voté contre. Les États-Unis, ça compte évidemment. Pour le reste, c'est la Micronésie, les îles Marshall et Nauru.
Ça veut dire que cette puissance coloniale qu'est Israël, qui impose un apartheid dans la réalité du terrain, elle n'a plus que 4 pays qui votent avec elle. C'est quand même un vrai problème. Et j'ajoute à ça que je ne crois pas personnellement que Macron ni ses collègues européens puissent continuer à se cacher derrière leurs petits doigts. Si on a le programme de ce gouvernement qui s'applique, qu'il s'agisse du programme anti-palestinien violent, qu'il s'agisse de la remise en cause de la démocratie, qu'il s'agisse de la théocratie, qu'il s'agisse de cette manière de s'imposer dans le monde, d'aller bombarder tous les 3 jours en Syrie les Iraniens sans la moindre autorisation du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, tout cela rend la cause plus ou moins indéfendable. Juste, la question des États-Unis aussi, tu as dit que c'est le seul gros allié aujourd'hui de l'Iran qui a voté contre la résolution encore cette année. Est-ce que les États-Unis, au bout d'un moment, bon, la question de l'occupation, ils en ont vraiment rien à fiche, mais voilà, les règles de droit, en fait, et justement, les alertes, en tout cas dans les médias français, sur voilà, les modifications de la Haute Cour de justice, des règles de la Haute Cour de justice, qui aujourd'hui est la garante, en fait, d'une sorte d'état de droit quand même en Israël. Si, en gros, la proposition de loi, enfin le projet de loi, ce serait de donner au Parlement le dernier mot plutôt que Exactement. la Haute Cour de justice, c'est-à-dire vraiment remettre en question une hiérarchie des normes qui assure l'état de droit, un minimum d'état de droit en Israël. S'ils revenaient là-dessus, est-ce que les États-Unis, au bout d'un moment, ne pourraient pas dire, bon, bah là, désolé, mais vous vous éloignez trop, en fait, de ce que nous, on peut défendre, et ils pourraient se faire lâcher. Encore une fois, c'est dit sur France 24, à RFI, dans Le Monde, etc. C'est souvent, voilà, c'est des hypothèses qui sont émises en fin d'article. D'abord, chapeau, tu es un des seuls en France qui a compris cette affaire de la Cour suprême. Je te félicite. J'ajoute un élément quand même là-dessus qui est très important. Il n'y a pas de constitution en Israël. Donc, au fond, Israël vit avec des lois de caractère constitutionnel, mais sans constitution. C'est pour ça que la Cour suprême est indispensable. Si la Cour suprême ne peut plus décider en dernier ressort, ça veut dire que n'importe quelle majorité, y compris populiste, y compris à participation fasciste, peut, vous voyez, transformer il y a ce qu'on l'État. appelle des lois fondamentales. Ils appellent C'est ça. ça, parce que comme il n'y a pas de constitution, parce qu'à l'époque, Ben Gourion ne voulait pas s'opposer aux partis religieux. Or, pour les religieux, à l'époque, il ne pouvait pas y avoir d'État juif, parce que le Messie n'est pas arrivé. Tant qu'il n'y a pas de Messie, on ne peut pas faire un État juif. C'était leur raisonnement. Donc Ben Gourion, voyant cette situation, pour éviter d'avoir une forme de guerre civile laïque religieuse en Israël, a accepté qu'il n'y ait pas de constitution. Sinon, il fallait que ce soit la halacha, la loi juive. C'est évidemment impossible pour les laïcs. Donc, le statu quo a été pas de constitution. Mais il faut bien que le pays fonctionne. Donc, on a fait, au fur et à mesure des années, des lois fondamentales pour faire fonctionner les institutions. Une loi sur la Knesset, une loi sur la terre, une loi sur la loi du retour, la fameuse qui permet à un juif de rentrer, entre guillemets, et d'avoir la citoyenneté, etc., etc. La dernière loi étant la plus connue, c'est celle du 19 juillet 2018, puisqu'on a remplacé la définition d'Israël comme État juif et démocratique par État-nation du peuple juif. Et le premier article, je le connais hélas par cœur, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël. C'est l'apartheid gravé dans le marbre constitutionnel ou de la loi fondamentale. Donc, c'était juste pour préciser pourquoi cette affaire de Cour suprême est une affaire absolument essentielle pour la démocratie israélienne. Alors après, sur les États-Unis, je crois qu'il y a 2 entrées. Je ne crois pas, comme toi, que les États-Unis se soucient beaucoup du respect du droit, qu'il soit interne ou international. Ça n'est pas vraiment la préoccupation majeure des dirigeants américains. On le voit aussi dans la manière dont ils fonctionnent eux-mêmes. Enfin, il y a eu quand même une tentative de coup d'État aux États-Unis. Je ne sache pas que l'instigateur de ce coup d'État ait été jugé et emprisonné, enfin, à moins que tu aies des nouvelles plus récentes.
Donc, je ne crois pas que ça, ce soit un élément important, sinon de discours. Il y a un autre élément qui est beaucoup plus important. L'obsession des États-Unis, ça n'est pas le Proche-Orient, ça n'est pas le Moyen-Orient, ça n'est même pas l'Ukraine, ça n'est même pas la Russie. L'obsession, c'est la Chine, qui va devenir un jour la première puissance mondiale, et les États-Unis s'effraient d'être remis en cause dans leur hégémonie relative sur le monde. Or, toute situation de crise grave, une troisième intifada, a fortiori un affrontement avec l'Iran, est susceptible de renforcer la main de la Chine au Proche et au Moyen-Orient. Si tu regardes bien l'évolution depuis plusieurs années, les Iraniens se rapprochent tranquillement des Chinois. Ils ont signé un accord de coopération avec la Chine, ils ont vraiment des relations étroites, et quand on dit les Iraniens, c'est aussi leurs alliés, le Hezbollah au Liban, les forces dont ils disposent en Syrie, les forces dont ils disposent en Irak, les forces dont ils disposent au Yémen. Tout cela, ça fait un bloc d'influence géopolitique majeur. Si ça bascule du côté de la Chine, ça n'est pas bon pour les États-Unis. Donc, je dirais la préoccupation, à mon avis, de l'administration Biden, c'est de calmer le jeu. Or, justement, arrive un gouvernement israélien qui, lui, veut mettre le feu aux poudres. Et il y a une autre entrée de la question américaine par en bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sylvain Sipel l'explique très bien, lui qui a vécu, je crois, 6 ans là-bas comme correspondant du Monde. Il était rédacteur en chef du Monde à l'époque. La communauté juive américaine, au fur et à mesure des années, s'est distanciée d'Israël au point aujourd'hui que majoritairement, les Juifs américains sont en désaccord avec la politique israélienne. Et je ne parle même pas du dernier gouvernement. Je parle depuis plusieurs années, depuis qu'ils ont eu à se confronter à ce duo Netanyahou-Trump qui leur paraissait non seulement mettre en danger leur propre communauté, c'est-à-dire alimenter l'antisémitisme en termes clairs aux États-Unis, qui est très puissant, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce qui se passe aux États-Unis en matière d'antisémitisme est bien plus grave que ce qui se passe en France. Mais en plus, si on veut bien considérer que ces gens ont une éthique, ont une vision du monde, ce que Israël fait au judaïsme est pour une bonne partie des Juifs américains inacceptable. Or, à travers les décennies, si les présidents américains ont pu être les alliés les plus étroits, les plus fidèles, les plus structurés et structurels d'Israël, c'est aussi parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur la communauté juive, sur ce qu'on appelait, d'ailleurs ils s'appellent eux-mêmes comme ça, le lobby juif. À partir du moment où la communauté juive est divisée, où le lobby n'a plus l'influence qu'il avait, alors ça pose un problème aux dirigeants américains. Donc je dirais personnellement que j'ai beaucoup d'espoir dans la résistance des Palestiniens, j'ai beaucoup d'espoir dans cette mise en mouvement de la société israélienne, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait qu'une partie du monde arabe, y compris celui qui s'est rallié aux accords d'Abraham, se mette à nouveau à bouger, mais peut-être que ce qui est le plus important dans les mois et les mois qui viennent, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Eh ben, on va terminer sur cette petite note d'espoir quand même pour cette région qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, il y a quand même de très gros risques, et c'est même au-delà des risques, enfin, je veux dire, la situation est déjà catastrophique, et j'enjoins tout le monde aussi à suivre ta page Facebook où tu fais le décompte des morts en Palestine et où tu publies systématiquement le nombre de morts en Palestine. Et leurs photos. Et Parce leur... que c'est très important qu'on comprenne que ces morts ne sont pas des chiffres, des nombres, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, en masse des enfants, des hommes et des femmes palestiniens, mais aussi, quand l'engrenage se développe, des morts juifs, comme on l'a vu à Jérusalem. Tout cela est inacceptable et tout cela mérite qu'on s'en préoccupe un peu plus qu'on ne le fait dans les médias français. Merci beaucoup, Dominique.